la vie, c'est comme ça normalement. Bien sûr. Il faut d'abord faire des efforts et après on a la récompense. Bien et sûr, bien sûr. pas le contraire. C'est Et donc universel ça, ce que tu très dis, hein, important. d'ailleurs, ça, Oui, oui. ça fonctionne. On a parlé au tout début de cette interview de l'approche française. J'aimerais bien que tu détailles un tout petit peu ça. Qu'est-ce que tu entends par l'approche française sur l'enseignement de la musique? Et on va voir, et d'ailleurs je pense qu'on pourra tirer des enseignements qui sont aussi tout à fait justes par rapport à notre monde de l'élégance Oui. classique. Surtout moi qui suis français, de l'image incroyable qu'a encore la Oui, France à l'étranger. Alors que nous, quand on est chez nous, mesdames, messieurs, on a l'impression que tout va à volo, que notre pays est en pleine décadence, que tout fout le camp. La France rayonne encore énormément, et notamment dans le domaine de l'art, dans le domaine de la musique. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers abonnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de nos discussions sartoriales. Aujourd'hui, j'ai la joie, l'honneur et l'avantage de vous recevoir non pas en France, dans notre salon en Bourgogne comme d'habitude, mais aux États-Unis d'Amérique et dans un lieu très particulier puisque nous sommes à Beverly Hills. Alors pour ceux qui connaissent l'Amérique, Beverly Hills, ça se situe à Los Angeles et c'est le lieu de Hollywood, donc est mondialement célèbre. Mais aujourd'hui, nous sommes à Hollywood, mais nous sommes venus rendre visite à un de nos amis, Skander Ladjimi, qui est le patron, le fondateur et le patron du Conservatoire français de Beverly Hills. Alors, vous pourriez vous demander pourquoi, dans les discussions sartoriales, nous allons rendre visite à un conservatoire de musique classique. Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi tout au long de cette émission, parce que vous allez voir que avec Sonia, depuis maintenant, on va dire 2 bonnes années, nous cherchons à étendre le champ de notre propos, à traquer l'élégance où elle se trouve, à fureter dans tous les sujets qui sont périphériques à notre sujet. Vous savez qu'ici, on plaide pour un monde plus élégant, on plaide pour un monde plus sophistiqué, on plaide pour un monde plus courtois, plus gentil, on pourrait même dire ce mot-là. Et donc, aujourd'hui, quand Skander nous a contactés, on s'est dit, mais comment allons-nous trouver les ponts entre la musique classique et le style sartorial? Eh bien, premier élément de réponse, il se trouve que nous avons beaucoup d'abonnés parmi notre communauté qui sont des musiciens classiques. Et oui, je salue d'ailleurs au passage Michel d'Alberto qui se reconnaîtra, très grand musicien français, Jean-Paul Gasparian, la nouvelle génération des pianistes français. Bonjour Jean-Paul. Et donc, on s'était aperçu avec Sonia que nous avions énormément de musiciens classiques qui suivaient les discussions sartoriales. Et donc, quand Skander nous a appelés, on s'est dit, tiens, c'est pas bête. Outre le fait que ça nous fait plaisir de venir faire un petit tour à Hollywood, eh bien, finalement, on trouvait que c'était pas bête de venir le voir et de fouiller ensemble quels étaient les ponts possibles et surtout, pourquoi la beauté pouvait se placer dans n'importe quel sujet et particulièrement dans la musique. Skander Ladjimi, bonjour, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien et toi Hugo? Ça va très bien. Alors on se tutoie avec Skander parce qu'on se connaît un tout petit peu, donc on a décidé de le faire de façon extrêmement naturelle. Donc nous sommes aujourd'hui avec Skander pour parler de la beauté en musique classique, pour parler bien sûr du Conservatoire français à Beverly Hills. Nous sommes fiers d'avoir là un petit bout de la France au cœur de l'industrie cinématographique américaine. Donc il va nous expliquer tout ça. Mais avant toute chose, et c'est l'une des raisons majeures de notre venue ici, Skander a une surprise pour vous et je sais que ça va faire plaisir à beaucoup d'entre vous. Et cette surprise, c'est maintenant. Alors, je dois avouer
que ça me fait quelque chose de voir notre thème qui a été composé par Justin Mellon, qui était à l'époque à Hollywood d'ailleurs, et qui est maintenant, qui a déménagé, qui est dans l'État de Washington, qui est un compositeur très célèbre et qui fait beaucoup de choses pour Netflix, qui a fait les Ted Bundy tapes, qui a fait la série sur Jeffrey Epstein, donc c'est une star aujourd'hui de Netflix, et il nous a fait l'honneur et la joie de nous composer cette musique, et donc pour nous l'avoir jouée en direct. Donc mesdames, messieurs, vous avez la musique, ça y est, vous l'avez, elle est même jouée par des vrais musiciens face à vous, donc pas la peine d'aller sur Shazam, elle n'est nulle part, elle n'est pas sur Spotify, ce n'est pas un disque non plus, c'est notre musique à nous, mais nous sommes très fiers de l'avoir. Alors parlons maintenant du Conservatoire français de Beverly Hills, parce que je dois vous avouer que quand Scander nous a contactés, d'abord, j'ignorais qu'il y avait un conservatoire français à Beverly Hills, et deux, je me suis tout de suite posé la question, mais pourquoi un conservatoire français à Beverly Hills? Pourquoi tu précises que c'est parce qu'après tout, tu es musicien, tu es prof de musique, tu pourrais appeler ça un conservatoire, tout simplement, de musique, mais tu as voulu rajouter conservatoire français de Beverly Hills. Pour quelle raison? Alors, ce qui est important ici, c'est justement notre tradition, notre héritage musical. Évidemment, j'ai fait la plupart de mes études en France. J'ai été au Conservatoire national de Lille et au Conservatoire international de Paris, principalement. Et ce qu'on a voulu faire ici aux États-Unis, c'était d'apporter un petit peu la spécificité de la pédagogie et de la tradition française en musique aux États-Unis. Ce n'est pas seulement la manière d'aborder la musique, c'était aussi une certaine rigueur, des valeurs qui sont aussi attachées au travail de la musique classique, et puis aussi une petite touche philosophique et technique qui est aussi très très particulière à l'approche française, j'ai envie de dire. Et puis évidemment, il y a toute l'histoire de la musique française qui remonte aux grands maîtres jusqu'à Chopin, par exemple. D'accord. Voilà. Alors, on va parler des grands maîtres, mais alors quand tu parles d'approche musicale, j'aimerais que tu élabores un tout petit peu sur le sujet. Tu veux dire que nous, Français, on a une vision de l'enseignement de la musique classique et de l'enseignement de la musique ou de l'enseignement artistique, peut-être même en général, qui est un peu différente des États-Unis? Alors oui, alors évidemment, la France a une longue histoire musicale qui remonte même à la Renaissance, mais plus proche de nous, déjà pour parler plus de, par exemple, technique de piano ou même de violon. Depuis le 19e siècle, la France a apporté beaucoup à la culture musicale dans le monde, a été vraiment un centre culturel pour la musique et même les arts d'ailleurs. Mais pour prendre le piano, par exemple, comme des gens comme Chopin qui étaient à Paris, et ensuite les autres grands compositeurs, Berlioz, Fauré, Debussy, Ravel, jusqu'à Olivier Messiaen, par exemple, ou même Boulez, plus récemment, quand même, il y a cette tradition qui a porté beaucoup. Et ce qui se passe, c'est que les conservatoires en France, par exemple, comme le Conservatoire national supérieur de Paris ou même le Conservatoire international, les maîtres qui enseignent maintenant ou qui nous ont enseigné à nous sont directement descendants de ces grands maîtres. Ce qui veut dire que toi, tu me disais ça, ok, on peut vous le dire, on a eu quelques bons dîners ensemble, on est arrivé avant-hier, donc on en a profité pour faire connaissance, pour visiter le conservatoire, pour profiter un tout petit peu d'Hollywood. Et tu m'as dit quelque chose qui m'a frappé hier. Tu m'as dit que en termes d'enseignement, dans la lignée des professeurs et des maîtres qui, toi, t'ont enseigné la musique classique, tu remontes directement à Chopin? Alors, oui. C'est quand même étonnant. Oui. Bah, alors, la lignée est très simple. Donc, moi, j'ai eu un de mes professeurs principaux a été Colette Lansens, qui est actuellement la vice-présidente du Conservatoire international. Alors, évidemment, on a tous travaillé avec des maîtres différents, mais l'une de mes lignées à travers elle, et pareil pour elle, elle a aussi eu d'autres professeurs, mais par exemple, elle a eu au Conservatoire de Paris Yvonne Lefébure, qui elle-même avait été élève d'Alfred Cortot, et qui lui-même avait été élève de Émile Descombes, qui était l'élève de Chopin. Donc, on peut dire qu'il y a une tradition et une lignée directe comme ça. Mais par exemple, d'autres professeurs du Conservatoire national, par exemple, comme Vlad Perlemuter, avait, lui, été l'élève de Maurice Ravel, qui, lui, était le fondateur du Conservatoire national. Et donc, en fait, tout ça est mélangé. Il y a cette connexion à travers tous ces grands maîtres et toute cette tradition qui a été vraiment préservée en France et qui a été transmise aux générations suivantes, qui arrivent jusqu'à nous. Et c'est ça qu'on a voulu rapporter. Ce qui est moins ici. le cas aux États-Unis, cette notion de transmission des grands maîtres vers leurs élèves qui eux-mêmes deviennent
des maîtres et qui transmettent, parce que tu sais que c'est très proche de ce qu'on défend sur notre chaîne. On parle des compagnons du devoir. Tu sais, tout ce dont on parle dans le monde sartorial depuis presque 15 ans maintenant avec Sonia, c'est très, très lié à cette notion de transmission de savoir-faire. Tu sais, l'art tailleur, c'est difficile de l'apprendre avec des tutoriels YouTube, etc. Évidemment. Il faut vraiment avoir des maîtres. Il faut avoir des gens qui nous prennent la main et qui nous accompagnent, etc. Et c'est cette chose-là, à l'heure où tout est en train de se digitaliser, c'est cette chose-là, c'est cette notion d'une relation, vraiment d'une transmission d'un savoir, et même j'irais jusqu'à dire d'une sensibilité à autrui, qui fait partie, selon moi, de la beauté de ce qu'on fait sur cette chaîne, mais globalement de la beauté de l'artisanat en général. Et donc, je découvre avec toi cette notion de lineage, on dit en anglais, on dit lignée en français. Une lignée, oui, une je pense qu'on lignée, peut appeler ça comme ça. qui est quelque chose qui est très cher à notre cœur. Et donc, pour toi, aux États-Unis, c'est un tout petit peu moins présent, cette notion de respect des anciens, de transmission de génération en génération. Et c'est-à-dire que c'est différent. Déjà, les États-Unis étaient un pays tout neuf au début du 19e siècle. Et donc, la tradition musicale classique qui a été apportée aux États-Unis est venue principalement d'Europe. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que ce sont plusieurs traditions différentes qui se sont un petit peu mélangées. Donc, il y a une grosse influence russe, il y a une influence allemande, anglaise. Il y a eu des professeurs hongrois qui sont venus ici. Oui. Il me semble d'ailleurs que Nadia Boulanger avait grandement influencé Juilliard lorsqu'elle a travaillé à New York. Oui. Donc, il y a eu aussi une influence française. D'ailleurs, il me semble qu'ils utilisent le système de solfège que nous, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, et pas ABC. Ah oui, parce que mesdames, messieurs, vous le grâce à savez elle. peut-être pas, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec le monde de la musique classique, mais encore moins avec les États-Unis, dans le monde anglo-saxon, on n'utilise pas do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, on utilise ABC2. Et A équivaut à la, pas à do. Vous enseignez le solfège comme en France. Nous, on utilise le solfège comme en France. Et non seulement ça, mais dans le travail de l'instrument, on a quelque chose qui m'a l'air d'être une particularité française. En tout cas, je l'ai pas vu ailleurs. C'est le fait de systématiquement chanter ce qu'on joue. Dans le travail même pianistique, de développer sa voix intérieure et de faire en sorte que ce soit sa voix intérieure qui pilote la main et qui pilote son phrasé, et de pas penser sa musique comme une séquence de notes, comme une machine. Et ça fait toute la différence. Et Nadia Boulanger, par exemple, qui était un très grand professeur en France, qui a eu comme élève Stravinsky, par exemple, ou Philip Glass, Barenboim a travaillé avec elle, Daniel Bernstein, Barenboim, Dan Barenboim, qui avait Quincy Jones, producteur de Michael Jackson, qui a étudié chez elle aussi. Donc, elle a eu tous ces musiciens, et elle insistait vraiment sur le fait de chanter tout systématiquement. Et nous, on fait ça, mais du coup, les élèves pensent la musique comme un langage et pas juste comme une espèce de série de notes en séquence. Mais le ABC, c'est très difficile à utiliser. Maintenant, ça a des avantages en théorie, et nous, on l'utilise pour les élèves qui viennent déjà d'ici, qui connaissent ce système-là, mais du coup, ils apprennent les deux systèmes. Donc, voilà, une des choses qu'on fait qui est vraiment français, c'est qu'on utilise le solfège principalement. Donc, le solfège français, mesdames, messieurs, à Beverly Hills, est défendu par Skander et son équipe. Raconte-nous l'histoire, donc, du Conservatoire français de Beverly Hills. Quand as-tu fondé ça, et par qu'est-ce qui t'est passé par la tête à un moment en disant, voilà, je vais ouvrir un conservatoire français à Beverly Hills, en sachant que ce n'est pas l'endroit le plus simple au monde dans lequel s'installer, pour des raisons évidentes, puisque c'est un endroit extrêmement, luxueux, avec énormément de stars de cinéma. Donc, c'est pas, en termes d'immobilier, mesdames, messieurs, l'endroit le moins onéreux pour s'installer. Donc, qu'est-ce qui t'est passé par la tête un beau jour en disant, tiens, je vais faire un conservatoire à Beverly Hills? Ah, c'est une longue histoire. Allons-y, essayons de la faire un tout petit peu plus courte. On va la faire plus courte. Bien, disons que avant de venir aux États-Unis, je travaillais avec le Conservatoire international de Paris afin de développer des conservatoires dans les pays du Golfe. Donc Abu Dhabi, Dubaï, Qatar, etc. Et ma mission là-bas avait été donc d'essayer de trouver un moyen de fonder ça et de créer des curriculums qui puissent être adaptés aussi à la préservation de l'héritage culturel local. Curriculum, tu veux dire cursus. Du cursus, pardon. Voilà, parce que curriculum, on l'utilise. C'est ça, c'est en anglais qu'on dit ça. En anglais, Enfin, voilà, un cursus qui serait pour la musique arabe et la préservation donc de la tradition locale, parallèle au cursus classique. Musique arabe,
parce que tu as des origines tunisiennes, donc tu la connais, cette musique. Oui, alors évidemment, j'étais familier avec la musique arabe et la culture arabe en général, mais c'est vrai que mon éducation musicale française en France, à Paris, m'a permis, si tu veux, de comprendre plus la physique et les mathématiques derrière. D'accord. Et donc, on m'a envoyé à Abu Dhabi, principalement, pour commencer à développer ça. Donc, il y a eu tout un travail de recherche pour essayer de trouver un moyen de développer la possibilité d'harmoniser les maqams, donc les gammes, en fait, ça s'appelle comme ça en arabe, les maqams traditionnels arabes. Moi, je pensais qu'elles étaient uniquement monophoniques, ces gammes. Alors, c'est monophonique dans l'utilisation parce que c'est très difficile à harmoniser. Mais c'est l'accord, les intervalles entre les degrés sont très différents et changent d'un maqam à un autre. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont 4 notes, par exemple, do, ré, mi, fa et sol, la, si, do. Entre do et fa, c'est fixe. Mais les notes entre deux peuvent changer, donc pour monter ou pour descendre, et c'est là qu'on a des quarts de ton, etc. Le problème, c'est que lorsqu'on rentre dans ces quarts de ton, eh ben, ces notes qui sont modifiées ne s'accordent plus avec d'autres notes de la gamme. C'est difficile à harmoniser. Et donc, pour l'harmonisation, c'est très, très, très compliqué. D'accord. Et donc, le travail a été d'essayer de trouver une manière de préserver les maqams traditionnels, donc, mais aussi de pouvoir trouver des techniques d'écriture qui permettaient l'harmonisation et aussi le développement de grands orchestres à grande échelle. D'accord. Et surtout, de permettre à la musique arabe telle qu'elle est aujourd'hui, de ne pas avoir nécessairement besoin de se mélanger tout le temps à d'autres choses et de faire de la fusion pour pouvoir se diversifier, mais de devenir autosuffisante. Et là, ça peut avoir un impact sur l'autonomie, si tu veux, culturelle et musicale du monde arabe. C'était le but original. Mais bon... donc c'est là donc tu as été mandaté par le Conservatoire international de musique de Paris, donc l'international, on y reviendra parce qu'à Paris, alors il y a des gens qui sont peut-être connaisseurs, il y a le Conservatoire national et le Conservatoire international. On va vous expliquer un tout petit peu quelles sont les différences. C'est pas les mêmes structures, tout simplement. Mais donc ça, tu as été mandaté donc par le Conservatoire international de Paris pour ouvrir donc des conservatoires de Paris à l'étranger. Et en ce qui concerne, pour toi, c'était au Moyen-Orient, c'est ça? Oui. Voilà. Et donc, ça s'est fait ou ça s'est pas fait? Alors, ça s'est pas fait malheureusement. Oui. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Non, bien sûr que non. Mais on a eu quelques petits soucis. Et puis, moi, j'ai eu de gros problèmes de santé, en fait, à ce moment-là. D'accord. Je suis tombé très malade. Et du coup, les choses ont changé. J'ai passé dans une phase de ma vie où j'ai dû un peu appuyer sur le bouton reset. Oui. Et c'est là que j'ai décidé de venir aux États-Unis pendant 1 an pour un petit peu respirer. D'accord. Repenser les choses. Et c'est là que tu as vu qu'il y avait potentiellement une demande. Exactement. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait vraiment un besoin ici d'une éducation rigoureuse parce que il y a aux États-Unis de grandes universités avec des programmes de musique de très haut niveau. Bien sûr. UCLA a un super programme de musique, USC également ici, rien qu'à Los Angeles. Mais malheureusement, il n'y avait pas grand-chose, peut-être à part la Colburn qui est à Downtown, qui est une très bonne école aussi, une très bonne réputation. Pas grand-chose pour préparer les élèves. Préparer vraiment les élèves à haut niveau pour entrer dans ces écoles-là. Il y a beaucoup d'écoles de musique qui donnent des cours d'une manière un peu plus casual, comme on dit en anglais, je sais pas, plus décontracté, voilà, où c'est plus un peu moins formel, un peu moins. En gros, quand tu dis casual, c'est-à-dire que tu le fais pas vraiment, quoi. Tu le fais un peu pour t'amuser, mais voilà, tu t'investis pas trop. C'est ça. Et ça, il y en avait beaucoup. Et d'ailleurs, ça, c'est le style américain. Mais c'est-à-dire que les Américains sont très, très, très forts pour optimiser et un petit peu rendre les choses très, efficaces d'un point de vue de l'expansion et le marketing, etc. D'ailleurs, beaucoup d'écoles ici ont des comment on appelle ça en anglais? Des marketing departments, des départements de marketing qui sont très très actifs. Tu sais, les États-Unis, d'ailleurs c'est très étonnant, mais c'est presque une autre planète. Et même en l'occurrence Los Angeles peut-être encore plus, c'est qu'il y a des marketing departments absolument dans tout. Moi j'ai vu des boulangeries qui avaient des marketing departments, des églises ont des départements marketing, et oui, évidemment, des responsables de la communication. Et donc, c'est quelque chose qui est assez... Alors, donc là, c'était ta mission d'origine, mais ça me donne l'occasion de te relancer sur cette notion on parlait d'approche, justement. Ce que tu dis, tu arrives là, et tu vois qu'il y a possiblement, il y a un besoin. Et ce besoin, donc, c'est un enseignement un tout petit peu plus formel, un peu plus structuré, un peu plus
sérieux, j'allais presque même jusqu'à dire, ou dans lesquels les gens devraient plus s'investir. Mais on a parlé au tout début de cette interview de l'approche française. Alors, j'aimerais bien que tu détailles un tout petit peu ça. Qu'est-ce que tu entends par l'approche française sur l'enseignement de la musique? Et on va voir, et d'ailleurs je pense qu'on pourra tirer des enseignements qui sont aussi tout à fait justes par rapport à notre monde de l'élégance classique. Qu'est-ce que tu entends par l'approche française? Bon, alors, ça, c'est ma compréhension et ma définition personnelle. Évidemment, bien sûr. En France, la pensée française de musique peut diverger énormément, très différente d'un professeur à l'autre, d'un grand maître à l'autre. Bien sûr. D'ailleurs, même au 19e, il y avait des bagarres entre les musiciens et certains styles où ils n'étaient pas d'accord, où ils s'insultaient même à la limite. D'ailleurs, on en reparlera, mais je crois que Debussy a mis un peu le Debussy, il a remué un peu les choses. Donc, il n'y a pas vraiment, c'est pas une pensée unique, mais c'est vrai qu'il y a une philosophie générale qui est française, qui, à mon avis, sort un petit peu du lot, dans le sens où les valeurs, les priorités qu'on met dans le travail de l'art en général, de la musique, dans la construction de quelque chose, en piano par exemple, on travaille vraiment tout de suite, dès le plus jeune âge, sur le travail du son, le toucher. Parce que c'est ça qui va me permettre de calibrer vraiment la main et de développer un bon geste. Après, une fois que ça c'est bien mis en place, là on va commencer à renforcer peut-être techniquement, commencer à faire des gammes, des gammes, choses comme ça. Alors que dans d'autres, dans d'autres méthodes ou dans d'autres approches, dans d'autres pays, on fait directement des gammes, c'est-à-dire qu'on va vraiment faire de la gymnastique directement. Quoi, oui, alors ce qu'il y a, c'est que dans beaucoup de pays ou beaucoup de cultures, comme par exemple les Russes sont connus pour ça, c'est qu'ils traitent plutôt l'approche du développement pianistique comme de la gymnastique. Donc c'est tout de suite en force et en gamme, etc. Alors maintenant, il y a des gens qui font ça aussi en France. Il y a des gens qui commencent tout de suite avec les gammes et qui sont dans ce système-là. Mais de ce que moi, en tout cas, j'ai étudié et des maîtres avec qui j'ai étudié, l'emphase était vraiment sur le toucher et de sculpter le son. Au début, dès le début, pas de prendre mauvaises habitudes, justement. Et parce que, après tout, ce qu'on fait, c'est de la musique. Et le but de la technique, c'est de servir l'exécution de cette musique et de cette expression. Donc, de devenir libre de s'exprimer à travers cette technique et pas confondre la musique avec juste une performance athlétique. Ceci dit, très grand pianiste français qui joue très vite aussi, qui est très bien, malgré tout ça. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une finesse, un toucher, une notion dans le son qui est différente. Une sensibilité. D'ailleurs, un très bon exemple pour ça, c'est le violon. L'archet français a été... c'est maintenant la norme. Avant, l'archet n'était pas du tout comme ça. C'était pas cette espèce de truc un peu droit, un peu incurvé à l'intérieur. Mais c'était vraiment un arc. D'ailleurs, en anglais, on appelle ça un bow. Un bow, exactement. Et c'est au 19e siècle, il me semble, que vraiment les Français ont établi ce nouveau format d'archet. Et donc, c'est devenu vraiment une référence. Et ce qu'il y a, c'est que la tenue de l'archet elle-même est différente. Par exemple, les Russes ont tendance... Bon, je ne suis pas violoniste, mais c'est ce que le professeur de violon m'ont expliqué ici au conservatoire. Les Russes ont tendance à les prendre vers entre le pouce et... en piano, on appelle ça le deuxième doigt. Pour avoir un son un peu plus fort, un peu plus... comment dirais-je, puissant. Les Français ont une tenue qui est complètement différente avec un balancier au niveau du cinquième doigt. Ici, avec une tenue beaucoup plus légère, ce qui donne un son beaucoup plus, peut-être plus fin, plus détaillé, plus contrôlé. Peut-être moins puissant aussi, mais avec peut-être plus de couleurs. Et vous voyez, tu vois, la philosophie est très différente dans l'approche dès le début. Ce qu'il y a, c'est que dans la technique française aussi, je pense que les débuts sont moins impressionnants, peut-être que dans d'autres écoles de musique, parce que les enfants jouent pas tout de suite vite avec des gros trucs. Alors ça, tu prêches un converti, mais je pense que là, tu touches vraiment du doigt quelque chose qui est très lié à notre culture. On voit ça très bien. Tu sais, quand j'ai démarré Parisian Gentleman en 2009, notre motto, claim, je sais pas comment on dit, notre slogan, c'était First learn the rules and break them. Donc d'abord on apprend les règles et ensuite on apprend à les briser ou à les casser ou à les dépasser. Je préfère que briser, dépasser. Et je pense que dans la musique, ce que tu viens d'expliquer, c'est exactement ça. Mais en Amérique, malheureusement, ou je ne sais pas si c'est malheureux, mais en tout cas c'est leur façon de faire les choses. Ils sont quand même, on le retrouve dans l'habillement, mais on le retrouve dans le vin par exemple. Le vin en Amérique, il faut que tout de suite ça t'explose dans la bouche. Il faut que tu sois complètement ébahi tout de suite, etc. Ou alors, pour eux, c'est pas intéressant, c'est de l'eau. Alors que nous, quand on va ouvrir un grand Bourgogne,
on va faire les gestes qu'il faut, on va le laisser se reposer pendant 2 bonnes heures pour qu'il s'ouvre, on va le carafer s'il y a besoin en fonction du vin. Et puis, on va, quand tu prends un grand Bourgogne dans la bouche, ça t'explose pas à la figure immédiatement. Ouais. Il faut que tu le mérites, il faut que tu ailles le chercher, il faut que tu comprennes le terroir, il faut que tu comprennes cette notion. Et c'est comme ça et c'est la même chose dans l'art tailleur, c'est la même chose dans l'art bottier, tu vois. Il y a toute cette notion. Alors, je pense que dans l'art tailleur et l'art bottier, c'est pas uniquement français. Il y a évidemment les Italiens, Oui, et même les Américains sont assez forts. Ouais. Mais il y a cette notion que, tu sais, très souvent, je me bats contre les Américains qui me disent Mr. Jacomet is explaining us how to dress to impress. Monsieur Jacomet nous explique comment nous habiller pour impressionner. Ouais. Et moi, en permanence, je m'élève comme ça, mais attendez les gars, il n'est pas question d'impressionner. Il est question d'être au meilleur de vous-même. Alors après, si vous voulez vous en servir pour impressionner, c'est votre business. Mais l'idée fondamentale de notre chaîne et de tout notre travail autour de l'art sartorial, c'est très proche de ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, prenons le temps d'apprendre les basiques. Quand les gamins, ils découvrent notre chaîne, ils veulent acheter 10 costumes tout de suite s'ils ont les moyens, ou même ils tombent fous, ils veulent absolument avoir tout de suite 15 cravates, 3 chemises et mettre des accessoires. Puis je dis, attendez. Prenez votre temps. Et ce que vous allez gagner au début, vous l'aurez pour toute votre vie. Alors que si vous allez directement, et revenons à ton sujet, à faire des gammes, à être, une bête de gamme, une bête de concours et à être presque préparé comme un athlète, c'est pas tout à fait l'esprit français en termes d'approche. Il y a ça, c'est vrai, mais il y a un autre détail, je pense que les Français prennent en compte, qui est pas forcément... je sais pas s'ils l'ont pas compris ailleurs, mais en tout cas qui est pas appliqué, c'est que il y a l'aspect enfin, je sais pas si tu sais ce que c'est la myéline. Oui, ça me dit quelque chose. J'ai pas envie d'être trop scientifique là-dedans, mais si tu veux, la construction d'un réflexe lorsqu'on développe un geste, qu'on joue du basket ou qu'on fasse de la danse, du ballet, de la batterie, du violon, de la batterie, peu importe. C'est de la mémoire musculaire, voilà, c'est ça, myéline ? Oui, si on veut, en fait, c'est un tissu gras qui se met autour des axons, qui sont la fibre nerveuse, qui sont dans tout le corps. Et en fait, ça plus on répète un geste, plus ça va épaissir cette matière pour rendre le signal électrique beaucoup plus direct. Et en gros, pour simplifier, c'est comme ça qu'on vraiment développe un réflexe dans le corps, donc ce qu'on appelle la mémoire musculaire, le muscle memory. Et ce qu'il y a, c'est que lorsqu'on commence tout de suite, en étant débutant, sans avoir justement de compréhension, qu'on n'a jamais joué de piano, si on fait tout de suite des gammes, tout de suite, on va commencer à compenser, à prendre des mauvaises habitudes dans tous les sens. Et après, de redresser ça, c'est un peu compliqué. Et souvent, on voit les gens qui font ça tout de suite d'une manière un peu dure, comme ça, ont tendance à développer une technique dure, justement. Alors que nous, on a tendance à peut-être prendre le temps de vraiment travailler sur la calibration de la main, la précision d'abord, pour pas prendre de mauvaises habitudes. Une fois qu'on a un certain niveau de contrôle, là, on peut commencer à exécuter un renfort, si tu veux, musculaire pour la vélocité, la technique, la rapidité, etc. Mais il y a cet aspect qu'on prend vraiment en compte. C'est justement de faire attention, de ne pas permettre aux élèves de prendre de mauvaises habitudes au début. Et donc, de rentrer comme ça en force tout de suite, c'est pas en tout cas notre façon de penser. D'autant que toi, tu prends les élèves très jeunes. Oui, on les accepte à partir de 5-6 ans, parfois 4 ans, s'ils sont prêts, mais on les teste en général pour être sûr. D'accord. Donc, pour que vous compreniez bien, pour que nos abonnés comprennent bien, on parle donc d'un conservatoire à Beverly Hills qui a été fondé et qui est dirigé par Skander Lajimi et qui, en fait, prépare, si j'ai bien compris, tes élèves aux grandes universités ou en tout cas... Alors, ça ne veut pas dire que je ne pense pas que 90% de tes gens vont devenir des musiciens professionnels, mais c'est l'un de tes objectifs, c'est d'avoir une structure professionnelle de grande qualité qui prépare les élèves à des études supérieures éventuelles en musique. C'est bien ça ? Notre mission principale, elle est sur deux dimensions parallèles. L'une, évidemment, c'est de pouvoir offrir une formation musicale pour les jeunes, pour leur permettre d'atteindre le niveau nécessaire pour les auditions aux grandes écoles, que ce soit au conservatoire à Paris ou dans les universités ici, parce qu'il faut déjà avoir un très bon niveau pour juste être accepté. Et donc, on répond à ce besoin-là, donc d'offrir cette structure qui permette, par exemple, aux parents qui sont pas forcément musiciens, de pas avoir à compter sur la chance de trouver un bon professeur privé sans être capable de pouvoir évaluer la qualité du professeur. Et donc, le conservatoire répond à cette demande-là, et ça, c'est une des missions principales. Mais l'autre est aussi d'essayer de compenser l'éducation générale à travers les valeurs du développement
d'études de musique classique, qui sont des valeurs de volonté de faire des efforts, de responsabilité, de persévérance, d'humilité, de persévérance, surtout d'humilité, de faire face de manière volontaire à nos peurs. Quand on monte sur scène, on doit se préparer à faire ça, mais il faut le faire volontairement et de se rendre compte qu'on est, comment dirais-je, qu'il y a plus de substance en nous qu'on pourrait l'imaginer des fois. Et c'est très important, on voit pour les enfants aussi, de se rendre compte qu'en fait, ils sont capables de beaucoup plus qu'ils ne pensaient à travers des efforts. Et puis aussi, ça compense un petit peu pour cette... surtout aujourd'hui, où on a l'habitude d'avoir cette espèce de... qu'on appelle ça en français gratification, instant gratification. Gratification instantanée. Voilà, instantanée. Récompense instantanée. En musique, c'est pas ça du tout. Il faut d'abord transpirer, il faut d'abord faire des efforts avant de pouvoir vraiment... récupérer le reward, la récompense. Et ça, c'est important, à mon avis, à développer chez les enfants, leur apprendre ça, parce que la vie, c'est comme ça, normalement. Il faut d'abord faire des efforts et après, on a la récompense. Bien sûr. Pas le contraire. C'est universel ce que tu dis. D'ailleurs, ça fonctionne, ça s'adapte totalement à à l'étude de la musique. C'est vrai dans les études en général. C'est vrai dans l'art sartorial. C'est vrai dans toute discipline. On est sur cette notion de responsabilité. Tu as dit un mot qui est particulièrement cher à notre cœur, c'est l'humilité. Je pense qu'effectivement, même quand on est un musicien chevronné, quand on s'attaque à une œuvre de Claude Debussy ou de Gabriel Fauré, ou encore pire, ou encore mieux, je ne sais pas, de Frédéric Chopin ou de Mozart, évidemment, il faut l'attaquer avec beaucoup d'humilité, parce que là, on est sur des œuvres absolument majeures. Quels sont les instruments que l'on enseigne chez toi à Beverly Hills? Alors, principalement, c'est le piano. Oui. Qui est ta spécialité, n'est-ce pas? Oui, moi, je suis pianiste. Oui. Mais on enseigne aussi le violon, l'alto, la guitare classique, le chant. D'accord. Alors, on a aussi du chant jazz et classique. Pour les enfants, on a aussi développer un système de chant plus... ça, c'est un truc assez américain, en fait, parce qu'en France, les enfants font pas de chant tout de suite. En conservatoire, on rentre à 16-17 ans pour le chant, parce qu'il faut attendre que la voix mue et devienne mûre. Mais on a la maîtrise, souvent, la chorale. Ah oui, c'est vrai. Et donc, on a ça en France. Ici, pas tellement. Mais ce qu'on a, c'est que pour les enfants qui n'ont pas encore cet âge mûr, déjà, on fait en sorte de préserver leur voix pour pas l'abîmer, mais on leur fait travailler des choses qu'ils appellent ça commercial music, un truc comme ça. Je me rappelle plus du terme exact. Enfin bref, c'est basé autour de la pop, mais guidé par un professeur classique qui structure la voix correctement pour permettre à l'enfant de développer tout ce qui est musculaire autour de la voix, pour qu'une fois que la mue soit passée, tout est déjà bien prêt. Ils ont déjà une technique, ils ont déjà reçu une éducation musicale, ils ont déjà développé tout ce qui était le sens musical, l'analyse d'une partition, etc., avant même de pouvoir commencer à travailler vraiment la voix d'opéra. Donc, on offre ça également. Et puis, on a aussi une section jazz pour le piano. Et en plus de ça, on a toute une section théorie. Donc, on enseigne le solfège, l'analyse, la composition, le contrepoint, l'orchestration, etc. Donc, piano, violon, chant, guitare? Guitare classique, oui. Et des instruments avant également? Alors oui, j'ai oublié, on a de la clarinette, du saxophone et de la flûte. Et on a même du ballet, mais en individuel. De la danse, danse classique. De la danse classique en individuel, oui. Alors, juste pour donner un tout petit peu de repères aux personnes qui nous écoutent, quand j'ai visité le conservatoire, je me suis aperçu qu'en fait, que vous étiez vraiment comme beaucoup de gens aujourd'hui, vous étiez vraiment sur une espèce de dualité, c'est-à-dire des cours en présentiel, c'est-à-dire vraiment les gens qui viennent chez vous et qui travaillent avec toi au piano, etc. Mais également, vous avez développé, je pense que par opportunité ou par besoin impérieux pendant la crise sanitaire, pour survivre tout simplement, vous avez développé des cours en ligne et il se trouve que ça fonctionne plutôt très bien. Oui, très bien. Raconte-nous ça un tout petit peu. Alors, parce que moi, je dois avouer que, alors, je serais pas réticent, mais j'ai toujours eu un tout petit peu, alors, c'est vrai que la période est vraiment on appelle ça il y a un mot en français où on mixe digital et physique, figital. On dit quelque chose comme ça, voilà. Mais c'est cette notion de que aujourd'hui, on peut avoir accès à un corps de connaissances ou à des cours, etc., de manière soit en présentiel, soit en ligne, avec un peu un mixte des deux. Et moi, j'étais pas très fan de ce genre de choses et je m'aperçois que les techniques évoluant, les moyens techniques qu'on a également de communication évoluant, ça devient de plus en plus efficace. Et toi, tu as de bonnes expériences, n'est-ce pas, avec ça? Oui, alors,
évidemment, au début, c'était une nécessité. Oui. Nous-mêmes, on était un peu inquiets de savoir comment on allait faire fonctionner ça parce que on avait l'habitude d'être là en présence, on avait l'habitude de travailler d'une certaine manière. Et c'est vrai que les cours en ligne nous ont forcés à adapter notre manière d'enseigner. Par exemple, on peut plus leur manipuler les mains pour les placer. Ah non. Évidemment. Donc, on a dû trouver des solutions pour ça. D'accord. Alors, ce qu'il y a, c'est que pour les petits, on a demandé aux parents tout simplement de nous remplacer pour faire les manipulations nécessaires pour ceux qui en avaient besoin. Ce qui est plutôt bien d'ailleurs. Et du coup, ça a impliqué les parents, ce qui était bien parce que du coup, ils étaient capables de mieux comprendre les cours, de pouvoir avoir un suivi plus clair à la maison. Donc ça, c'était un positif. Une autre chose, c'est qu'on a remarqué qu'en tout cas, notre approche à la française, qui est basée sur le travail du son, a très très bien fonctionné en ligne. Et voilà pourquoi. Le son dépend directement du geste. Donc, en forçant l'élève à chercher la sonorité, évidemment, on les guide. On ne leur dit pas de jouer comme ça. On leur place la main, on leur explique à peu près la position. Mais après, dans la recherche du son, s'ils ne font pas cette recherche-là, on peut très bien passer à côté de ces positions, de ce geste. Tant que ça marche, qu'on tape la note, c'est bon. Mais nous, on fait attention à ces détails-là. Et le résultat des cours, c'est que en forgeant justement la sonorité, on forge également la main. D'accord. Le geste, le son dépend du geste. Bien sûr. Donc, dans l'autre sens, pareil, on ne peut pas avoir le bon son si on n'a pas le bon geste. Et grâce à cette technique, ça nous a permis, en fait, de faire fonctionner ça à haut niveau en ligne. Et d'ailleurs, tu as vu une vidéo d'une de mes élèves, là, Adeline, qui elle avait à peine 1 an et demi de piano, a commencé pendant le Covid. Elle est restée en ligne depuis. Elle n'a jamais pris de cours en personne. Ah oui. Elle a eu 20 sur 20 son examen cette année devant les jurys de Paris. Position impeccable, un détail, un toucher impeccable, une finesse, un équilibre en ligne à 100%. Incroyable. Alors, la gavotte. So the gavotte. Très bon tempo. Very good tempo. Juste très sensible, Very très musical. sensible and sensitive Jolie play. nuance. Very musical, beautiful nuances. Bravo, bel examen. Bravo, beautiful exam. Alors, dans la petite main, Une magnifique petite phrasing. main, magnificent phrasing. Sensible. Very sensible. Quelle belle prestation. What a wonderful Bravo, prestation. bravo, 20 sur 20. You obtained 20 out of 20. Et on a remarqué que aussi beaucoup d'élèves qui étaient relativement moyens ou qui parfois avaient un peu de mal allaient plus vite. Ils étaient moins stressés parce qu'ils étaient chez eux peut-être. Alors je sais pas, parce que on a remarqué un autre problème qu'on avait, c'est qu'au début on avait essayé de faire des cours un petit peu à domicile aussi, ça marche pas. Le rapport entre le professeur et l'élève, l'autorité change, on est dans leur territoire, ça n'allait plus. Et on avait peur de ça au début avec les cours en ligne parce qu'on se dit oh là là ils vont être chez eux, l'autorité va plus être là, on n'est pas là physiquement. Ben non, parce que ils ont l'air d'être plus concentrés parce qu'ils doivent vraiment, vraiment faire attention. Ils sont là sur leur iPad à regarder ce qu'il faut faire. Et il n'y a pas ces distractions. Ils sont là seulement eux, avec leur instrument. Ils écoutent ce qu'on dit. Ils voient leur iPad. Ils doivent vraiment se concentrer pour que ça fonctionne. Parce que, justement, comme on ne peut plus les manipuler, les placer, ils doivent faire l'effort de compenser pour tout ça. Et on a vu beaucoup d'élèves progresser beaucoup plus vite avec une augmentation dans leur concentration. Maintenant, les élèves de haut niveau qui étaient déjà, qui avançaient très bien, eux, il n'y a pas eu d'impact. C'était aussi bien qu'avant. D'accord. Il y en a pour qui c'était beaucoup mieux. Mais on a vu que les débutants qui commençaient à zéro, grâce à notre approche où c'est pas juste des gammes en force, où justement on faisait attention à ça, ça les a forcés à développer une main correcte dès le début. Et ben ça, comme tu disais tout à l'heure, de prendre le temps au début, ça va rester parce que maintenant les bonnes habitudes sont ancrées. Voilà. Les cours chez toi, c'est
il n'y a pas de cours collectif, hein. C'est uniquement du one-to-one, comme on dit, c'est du cours particulier, Oui. Un prof, un élève. Un professeur, un élève, oui. D'accord. Et c'est un prof, 30 minutes, un prof, 1 heure, un prof, 1 heure et demie et un élève. Alors ça dépend après des besoins de l'élève Ouais. et des volontés de l'élève, mais oui, c'est toujours un prof, un élève. D'accord. Même pour la théorie musicale, Ouais. le solfège, la composition, c'est D'accord. un professeur, un élève. On va Ouais. beaucoup plus vite. Ouais. Ça permet au professeur de vraiment cibler les problèmes de l'élève et de les adresser individuellement. Bien sûr. Parce que c'est pas pareil quand on a 20 élèves devant Bien sûr, nous. bien sûr, bien sûr. Et du coup, ben, les élèves progressent beaucoup plus. On a même d'ailleurs donc le ballet, je disais one-on-one. Oui. Le professeur vraiment. Ah, tu veux dire les cours de ballet, Les c'est cours de ballet, une c'est personne une avec personne à la fois. cours On a particulier. eu des gymnastes qui sont venus aussi beaucoup, par exemple, pour compenser, faire du ballet chez nous. Mhm. Mais du coup, les élèves avancent plus vite. Alors, le problème, c'est qu'il manque un petit peu la chorégraphie, le travail avec les autres. Mais Bien pour sûr. tout ce qui est le développement technique, en tout cas, le ballet one-on-one, ça marche très, très, très bien. C'est un très Mhm. bon complément comme ça. Et on a même du ballet en ligne. On a des élèves C'est pas vrai. qui veulent avoir des cours en ligne avec nous Ah, c'est en bien. ballet pour avoir vraiment un professeur qui fasse attention à tous les détails. Évidemment, en général, ils sont un tout petit peu plus avancés, mais on a eu quelques débutants avec qui ça marchait très bien aussi. Très bien. Alors, tu parlais, dans ta dernière réponse, tu disais qu'il passait des examens devant les gens du Conservatoire de Paris. Donc, raconte-nous, quelles sont tes relations avec le Conservatoire international donc, de musique de Paris? Donc, il y a une forme d'affiliation avec eux? Raconte-moi comment ça fonctionne. Alors, évidemment, moi, je suis un peu un produit du Conservatoire international, Oui. à part quelques années au Conservatoire à Lille. Oui. Ils m'ont pratiquement formé de zéro jusqu'à la fin. D'accord. J'ai travaillé principalement avec Colette Lansens, c'est un peu ma maman musicale. D'accord. Elle m'a pris assez jeune. J'étais en Tunisie, en fait, au début, il n'y avait pas vraiment de conservatoire là-bas. Pas de structure pour ça. Pas de structure pour ça. Donc, mes parents m'ont envoyé en Europe pour étudier, parce qu'eux vivaient là-bas. Mhm. J'y suis rentré assez tard, en fait. Beaucoup d'élèves rentrent au conservatoire vers 6, 7, 8 ans. En tout cas, commencent les cours de musique à cet âge-là. Moi, j'y suis rentré à 11 ans et demi dans la classe de Colette Lansens. Alors, évidemment, à force de persévérance et de coups de pied derrière, oui. les choses ont quand même fonctionné. Et merci Colette pour tout. Merci Colette. Je ne sais pas si elle regardera cette émission. Peut-être. Oui, alors donc j'ai beaucoup travaillé avec elle. Elle m'a vraiment formé d'une manière intense pendant pas mal d'années. Oui. Et puis ensuite, j'ai fini le lycée au Conservatoire national de Lille. J'avais déménagé là-bas. Mm-hmm. Et je suis revenu à Paris après pour mes études supérieures. Là, j'étais dans la classe de Claudine Mélon, avec qui on a beaucoup passé de temps justement sur raffiner ma technique, parce qu'évidemment, j'avais pas tant d'annexes de piano par rapport à d'autres. Oui. Et Claudine Mélon a vraiment mis l'accent là-dessus. Mm-hmm. Et donc au conservatoire, j'ai pas travaillé seulement que le piano, j'ai aussi travaillé la composition avec Madame Levéchin, qui est la présidente du conservatoire. D'accord. J'ai travaillé l'orchestration avec Marie-Jeanne Serrero aussi. Mm-hmm. Et donc et le chant avec Madame de Chorgnac, qui elle était aussi l'une des membres sociétaires du conservatoire. Donc j'étais vraiment en contact avec toutes ces dames qui contrôlent le conservatoire et qui m'ont formé depuis petit jusqu'à l'âge adulte. Et ce sont elles après qui m'ont envoyé aux Émirats arabes, dont Madame Levéchin en particulier, qui m'avait justement commissionné pour développer les conservatoires là-bas. Et donc, si tu veux, les liens sont créés au fur et à mesure des années. Mm-hmm. Elles savaient qui j'étais, puisque c'est elles qui m'ont créé. Et donc, lorsqu'il est venu le moment de créer un conservatoire ici, que je leur ai dit que je pensais que c'était peut-être une meilleure idée de faire les choses ici, j'ai obtenu leur soutien culturel pour faire ça et continuer cette tradition qu'elles m'avaient transmise et de pouvoir permettre de transmettre donc, ça. Donc, c'est un soutien culturel, académique sur la méthode, et les diplômes, donc les examens sont passés devant un jury parisien, n'est-ce pas? Oui, alors justement, on a souvent, enfin tous les ans, sauf pendant le Covid, là c'était en ligne, mais là l'année dernière, on a repris les examens en présence. On avait Colette Lansens, Corinne Fischer et Catherine Delay qui sont venues, qui sont 3 des membres sociétaires du Conservatoire international, qui sont venus pour justement l'examen de fin d'année des élèves du Conservatoire français ici. Génial. Et les diplômes étaient décernés par elle, donc par le Conservatoire international directement. Donc, nos élèves, en fait, suivent le même curriculum, les mêmes méthodes et obtiennent les mêmes diplômes, ce qui peut les aider énormément, d'ailleurs, pour les entrées à l'université ici aux États-Unis. En tout cas, je sais qu'ils aiment bien voir des accomplissements. Bien sûr, accomplishment, des choses qu'ils ont fait avant, qui peuvent être perçues comme exceptionnelles et qui ont contribué à leur éducation. Et ça, c'est aussi très important, au-delà même de vous rentrer dans une école de musique supérieure. Pour ceux
ceux qui voudraient rentrer juste dans une Ivy League ou quelque chose comme ça, D'accord. d'avoir des diplômes du Conservatoire national de Paris pendant une dizaine d'années, ça pèse aussi dans son dossier. Je suis fier de toi, Skander, parce que quand même, le travail que tu fais ici à Beverly Hills, c'est un travail qui fait qu'il y a un petit coin de France là, dans cette rue de Beverly Hills. C'est vrai. Au milieu de tous les grands studios de cinéma, etc. C'est marqué French Conservatory of Beverly Hills, et je trouve ça absolument génial. Et je trouve que ce que tu fais est splendide, parce que non seulement tu défends notre culture, mais ça me donne l'occasion d'ailleurs de parler d'un sujet que j'ai assez rarement l'occasion d'aborder, c'est l'image que nous avons en France de notre propre pays. Ça m'a toujours étonné. Moi qui voyage beaucoup avec Sonia pour les besoins de Sartorial Talks, de Paris Saint-Gentleman, pour les besoins de nos livres, on est toujours extrêmement surpris, surtout moi qui suis français, de l'image incroyable qu'a encore la France à l'étranger. Alors que nous, quand on est chez nous, mesdames, messieurs, on a l'impression que tout va à volo, que notre pays est en pleine décadence, que tout fout le camp, que notre système de santé est catastrophique, alors que ça reste l'un des meilleurs du monde. Croyez-en, deux personnes qui connaissent bien les États-Unis. Bref, et c'est toujours étonnant, et ça m'étonne toujours. Et moi-même, je peux me laisser un tout petit peu polluer spirituellement et intellectuellement, en me disant, ah oui, c'est vrai, la France, tout est difficile, c'est lent, et l'administration, blabla, etc. Et bien, je me rends compte que finalement, l'impact de notre pays est encore immense, notamment aux États-Unis. Et quand dans ce pays-là, les États-Unis, alors avec Sonia, on habite de l'autre côté, presque 1800 km d'ici, en Géorgie, mais ça reste les États-Unis d'Amérique. Il y a quand même encore une image de marque de la France qui est encore très prégnante, et surtout dans les humanités et les arts en général, on reste encore extrêmement apprécié. Donc, mesdames, messieurs, je voulais juste vous le dire, parce que parfois on a tendance un tout petit peu à ne plus avoir le point de vue extérieur. On est en France, on a toujours l'impression que ça va mal, qu'à l'Assemblée nationale, ils se tapent dessus en permanence, alors c'est la même chose ici, hein, je vous rassure tout de suite, c'est encore pire même, je crois bien ici, et que notre pays est vraiment en train de se dégrader, etc. Bon, il y a des soucis en France, évidemment, mais ce que je peux vous dire, c'est que la France rayonne encore énormément, et notamment dans le domaine de l'art, dans le domaine de la musique. Allons vers des choses un tout petit peu plus globales maintenant, si tu le veux bien, Skander, parce qu'il y a des gens qui regardent cette émission, qui sont pas forcément intéressés par la musique classique, ou qui découvrent peut-être cet univers avec toi. Alors, quand on parle de grands compositeurs français de musique classique, des grands musiciens français qui ont traversé l'histoire, faisons une petite liste ensemble des gens qui représentent dignement la France dans le monde de la musique classique. Alors on peut dire Frédéric Chopin, évidemment. Ah oui, oui. Alors il y a un débat. Bah oui, il y a un débat parce qu'il est polonais et français. Il était franco-polonais, oui. Donc il est né en Pologne. Je sais plus. Enfin bref, il y a quelque chose. Il était quand même basé à Paris. D'accord. Ouais. Donc on peut dire que c'est la France. Quand même. Bon. Les Polonais ne seront pas contents. Mais... Bon. Claude Debussy, bien sûr. Oui, mais évidemment, Claude Debussy, Berlioz, Maurice Ravel. Alors moi, j'ai ma liste. Hein. Lui, il fait ça de tête, mais moi, j'ai ma liste. Gabriel Fauré. Oui, Fauré aussi. Paul Dukas, que je connais moins. Paul Dukas, lui, d'ailleurs, était l'un des fondateurs du Conservatoire national de Paris avec Maurice Ravel et Jacques Ibert. D'accord. Et Paul Dukas était aussi professeur de Olivier Messiaen. D'accord. Qui est dans ma liste, il est un petit peu plus tard. Il y a Jacques Ibert. Jacques Ibert, oui. D'accord. Olivier Messiaen, Pierre Boulez. Mais là, on est sur des choses un tout petit peu plus expérimentales. C'est maintenant, mais bon, ils font partie de l'histoire de la musique française. D'accord. Maintenant, si on remonte à l'époque baroque, on avait Marin Marais, par exemple, Lully, qui était compositeur du roi. Oui. Bon, après Rameau. On a quand même une histoire assez importante, oui. Mais c'est vrai que, en tout cas, à mon avis, c'est quand même le 19e siècle et le début du 20e qui a été le plus marquant, je pense, d'un point de vue de l'histoire de la musique française. Ouais. Est-ce qu'on peut parler d'un style français en musique classique, ou c'est un peu compliqué de mettre une étiquette comme ça? Tu me disais, par exemple, hier, quand je suis allé te rendre visite au conservatoire, tu m'as montré 2 phrasés de Debussy, et tu me disais que Debussy avait remis en question un tout petit peu quelques canons de l'interprétation. Est-ce qu'on peut dire que ça, c'est l'esprit français en action, ou pas? Là, c'était l'esprit de Debussy surtout, parce que c'était
je veux dire, lorsqu'il a créé un petit peu, en tout cas, c'est ce que j'avais vu en histoire de la musique, et certainement, certains auditeurs auront peut-être plus de détails sur cette scène, mais apparemment, il aurait causé des outrages auprès des journalistes et du public pour avoir terminé une pièce sur une sensible, pas avoir résolu son accord. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une sensible? Faudrait le montrer avec un piano. Hein, mais il faudrait le montrer avec un piano, mais dans une cadence, c'est la note avant la tonique. C'est la note qui donne envie de finir. D'accord. Et donc, si on s'arrête là-dessus, ça reste un peu sur une question. En jazz, on fait beaucoup ça. Maintenant, c'est très courant d'ailleurs. Je connais Prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy, je connais Ondine, etc. Je vois très bien ce que tu veux dire. C'est cette espèce de note un peu suspendue. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller terminer voilà, quelque chose comme ça, Debussy va plutôt rester sur une note un peu en l'air, quoi, comme ça. Mais c'est ce qui fait son charme. Ça crée une question, et puis il répond pas. Et les gens ont été offusqués, mais c'était les Français. Hein. Bien sûr. D'ailleurs, La Mer, lorsqu'il l'a présenté en France, ça a été mal reçu. Les gens voulaient quelque chose d'un peu plus... un peu plus martial, épique, un peu plus épique, voilà, grandiose. Un peu plus wagnérien. C'est après que ça a été un peu mieux digéré, mais parce qu'il avait fait quelque chose de plus calme et de plus... C'était pas du tout comme ça qu'il le concevait, et ça a été mal reçu. Mais bon, maintenant, si on compare Debussy à Fauré ou à Chopin, c'est pas du tout les mêmes musiciens, c'est pas les mêmes personnalités, le même caractère. Mais je crois qu'il y a quand même un fil conducteur là-dedans, c'est toujours cette priorité de la sonorité. D'accord. Et de travail en détail dès le début. Ça n'a jamais, en tout cas, à mon avis, la musique française a jamais été écrite pour impressionner. Oui. C'est vrai, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et ça, c'est quelque chose... C'est vrai, sur Debussy, au moment où j'ai la musique, le faune qui me vient en tête comme ça, c'est très léger et tout ça, c'est très... j'allais dire, c'est presque... Alors, je ne suis pas un exégète de musique classique, mesdames, messieurs, ni un professionnel, mais pour moi, quand j'écoute Debussy, c'est presque impressionniste. Voilà, chercher le mot. C'est presque, il est à la musique ce que les impressionnistes c'est à la peinture. Mais c'est comme ça que beaucoup de gens les appellent, les impressionnistes, Ravel et Debussy en particulier. D'accord. Mais oui, tout est sur la finesse du son, sur l'équilibre. Mais même Chopin, c'était... Il y a des pièces qui sont impressionnantes, mais on sent dans l'écriture que c'était pas ça le but. C'était pas d'impressionner, c'était de toucher. Et ça, je pense que c'est une particularité française. Maintenant, il y a d'autres compositeurs dans d'autres pays qui sont ça aussi très, très bien. Bien sûr, c'est pas... Mais si on cherche un point commun... Mais je pense qu'il y a ça. Jamais, en tout cas, pas de tête comme ça, je peux penser à un musicien français qui a essayé d'impressionner. Ou alors, il a pas fonctionné. Alors qu'à l'inverse, on a plein de noms qui nous viennent en tête sur de la musique très martiale, très impressionnante. Moi, ce qui me vient en tête, c'est Wagner, bien sûr. D'ailleurs, les Français de l'époque, n'aimaient même pas trop Wagner. J'imagine. Il se moquait un peu de lui. Il trouvait ça un peu
un peu martial, un peu grandiloquent. Oui, un peu gros. Ouais. Oui, voilà. Même si il y a des choses qui sont très jolies dans Wagner, Oui, évidemment, oui. et très impressionnantes en l'occurrence. Et donc l'esprit français, j'aime bien cette notion-là. Alors moi, je suis un fan de Debussy. Alors je suis pas un grand connaisseur de Debussy, mais j'avoue que ça m'amène presque une invitation spirituelle et une invitation à la contemplation et une invitation à la sensibilité qu'on trouve assez peu sur la musique que moi j'appelle un peu plus mathématique. Alors après, encore une fois, c'est mes propres mots, hein. Oui. Un peu plus mathématique, des Allemands, etc. Ce qu'on trouve dans l'art ailleurs. C'est la même chose, hein. C'est-à-dire que on a, par exemple, les méthodes de coupe à la française sont très stylées avec. Alors bon, il y a des différences évidemment selon les maîtres tailleurs, comme il y a des différences selon les musiciens. Mais c'est moins mathématique, par exemple, qu'un tailleur allemand. Un tailleur allemand utilise toujours la même méthode de coupe. Alors, encore une fois, je ne veux pas généraliser parce qu'il y a par exemple notre ami Detlef Dim à Munich qui est un formidable artiste, mais généralement les tailleurs allemands sont assez, sobres et très mathématiques dans leur approche. Alors que les tailleurs français sont un tout petit peu plus, alors les Italiens encore pire. Oui. Alors les Italiens c'est l'autre côté du spectre, hein. Ils sont beaucoup plus libres dans leur création, mais les Français, on sait, alors je vais pas dire un supplément d'âme parce que ça serait un tout petit peu, comment dire, pas très sympathique pour nos amis allemand, mais quelque chose de différent qui vient amener une espèce de sensibilité et peut-être aussi une espèce de fragilité, je ne sais pas comment l'expliquer, qui doit se ressentir dans la musique. Sensibilité, enfin, oui, je crois que c'est vraiment un mot très approprié là, parce que c'est pas nécessairement pour en mettre plein la vue, ou pour impressionner, ou pour, comment on dirait en français, pour amuser, pour entertain, comme on dirait aux États-Unis. C'est toujours pour divertir. Voilà, je cherchais le mot divertir. Ouais, c'est pas pour divertir. C'est pour toucher, c'est pour faire réfléchir, c'est pour penser. C'est une expérience différente. Il y a un état d'esprit comme ça, mais je pense qu'on le voit dans la cuisine française, Bien le sûr. voit dans le vin, on le voit dans un tas de choses. Dans l'art sartorial. Je crois que c'est vraiment c'est culturel d'une manière générale. Mais ça c'est vraiment reflété dans la musique. Comme je te disais tout à l'heure, l'archet français, la tenue du violon, ça change tout. C'est toute la base de la production sonore du violon, elle vient de l'archet. Et c'est l'option qu'on a prise, c'était justement cette finesse toujours. Bien sûr. Et ça, c'est... Alors, tant qu'on est sur les compositeurs français, etc., imaginons, j'imagine que c'est le cas d'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes gens qui nous regardent, qui n'ont peut-être jamais mis les pieds dans la musique classique, qui n'ont peut-être jamais écoutez, alors j'allais dire mis un disque sur leur platine. Alors, quoique les vinyles font un retour en force en France, mais je sais pas si c'est le cas ici, mais en France, il y a des gens qui mais bon, ou aller sur je sais pas, une plateforme de diffusion, de streaming, etc. Mais toujours est-il que il y a peut-être des gens qui ne sont jamais intéressés à ce genre de musicien ou ce genre de musique. Alors, ce que je veux te demander en tant que professionnel et professeur et donc fondateur du Conservatoire français de Beverly Hills, de me dire si tu devais me donner quelques morceaux que des débutants, c'est-à-dire des personnes comme si nous, les gens qui démarrent dans l'art sartorial, on a fait des choses spécifiquement pour eux en disant voilà, quand vous allez démarrer, n'y allez pas trop vite, démarrez par-ci, démarrez par un joli chino, puis peut-être une veste sport, puis peut-être une petite pochette, puis la cravate viendra beaucoup plus tard, etc. Donc, on leur donne un petit peu des guides comme ça, et bien sûr, on leur donne des références. Regardez le travail d'un tel, regardez le travail de ce maître tailleur, regardez ce type de chemise, ce type d'épaule, ce type de soulier, etc., etc. Et j'aimerais bien qu'on fasse le même exercice avec toi. Alors, rapide, hein, on va pas faire, parce que tout ça est éminemment subjectif, mesdames, messieurs, puisque là, on est dans le goût et dans l'expression artistique, mais tout de même, si tu avais, allez, on va dire 5 morceaux de musique ou 5 œuvres à conseiller à des jeunes gens qui n'y connaissent pas grand-chose et qui n'ont jamais eu d'appétence pour la musique classique. Parce que moi-même, j'ai été souvent en disant, j'ai trouvé que le public de la musique classique était un tout petit peu, alors je vais pas dire coincé, mais un tout petit peu, alors ils sont érudits, évidemment, un petit peu plus que la musique populaire, mais j'avais l'impression que c'était un monde un peu fermé et que c'était difficile d'ouvrir la porte de l'intérêt, c'est-à-dire d'essayer de faire passer la lumière. Tu vois, j'ai l'impression parfois que c'était un peu opaque. C'est vrai que quand tu regardes certaines œuvres un peu compliquées jouées au piano pendant 2 heures par un homme seul sur scène, bon, si t'es pas un tout petit peu éduqué dans la matière, tu peux vite t'endormir, quoi. Ça va pas fonctionner. Voilà. Donc, mais à la fois, tout ça, c'est comme toutes les choses dans la vie. C'est une question d'éducation et c'est une question aussi d'ouvrir des portes et d'essayer.
tout simplement. Et donc, c'est pour ça que, alors, je te l'ai dit hier soir, donc j'imagine que tu as pu y réfléchir un tout petit peu, parce que c'est vraiment difficile comme question, mais si tu avais, allez, 5 œuvres à dire, voilà, si vous voulez mettre un premier pied dans la musique classique et commencer à l'apprécier, à prendre du plaisir, qu'est-ce que tu conseillerais? Parce que toi, tu es le nez dedans en permanence, tu es dans la musique en permanence, tu écoutes de la musique en permanence, tu enseignes de la musique en permanence, donc je suppose que tu dois avoir un avis sur le sujet. Qu'est-ce que tu conseillerais? Je pense que le premier, je le sais déjà, c'est Chopin. Alors, je sais pas si c'est le premier. En Non, tout cas, enfin, c'est on en a parlé, très tu m'as dit, important. Chopin, Oui. c'est une C'est vrai que évidence. je pense que les nocturnes de Chopin, c'est quelque chose à absolument écouter. Oui, Surtout pour quelqu'un qui n'est pas familier avec la musique. Bon, ça, là, en l'occurrence, c'est de la musique romantique, mais on va Ouais. dire classique pour le grand ensemble. ouais, Il faut absolument écouter ça. ouais. Tous les nocturnes, d'ailleurs. Hein. Moi, c'est Opus 20 qui est ma préférée, Mhm. que j'adore j'écoute ça depuis des années et des années. Mesdames, messieurs, les nocturnes de Chopin portent bien leur nom. Si vous êtes le soir, Oui. si vous avez passé un bon moment à table, si vous êtes avec au coin du feu avec un petit verre de champagne blanc de blanc ou un joli single malt de l'île d'Islay, avec un peu de tourbe, un joli cigare, un beau module, et puis je ne sais pas moi, un livre ou peut-être rien. Donc on a dit Chopin, les nocturnes, d'accord. Les nocturnes, Ensuite, continuons sur ta petite liste Il mentale. y avait quelque chose qui, je pense, plairait beaucoup à des gens qui n'ont jamais écouté de musique classique, mais même à ceux qui aiment la musique. C'est le Carnival des animaux Oui. de Saint-Saëns. De Camille Saint-Saëns, qui était français donc. Oui, qui était français. Ouais. Ça, c'est absolument exceptionnel de couleur. Ouais. C'est vraiment quelque chose à écouter. Le D'ailleurs, Carnaval des animaux. Ouais, et je fais écouter ça à mon fils qui a 2 ans. Oui. Régulièrement, il adore. C'est vrai? Mais c'est très coloré, c'est magnifique. C'est le Pierre et le Loup français. C'est le Prokofiev français. Ah ouais, il y a beaucoup de choses là-dedans. Et Ah vraiment oui? à écouter. Ouais. D'accord. Il y a vraiment à écouter. Très, très intéressant. Ok, ensuite. Sinon, chez Fauré, peut-être Pavane, c'est quelque chose d'assez connu. Gabriel Fauré, donc. Oui, chez Gabriel Fauré, Pavane.
puis chez Debussy, je recommanderais peut-être pas Clair de Lune. Bon, enfin, si, mais Clair de Lune, c'est très joli, tout le monde connu. Mais oui. je Non, pense pas tout le monde, mais ouais. peut-être que Rêverie, ça pourrait être intéressant à explorer pour les gens D'accord. qui sont pas familiers avec ça. Oui. Et puis, chez Ravel, qu'est-ce qu'il a? Évidemment, il y a le boléro qui est il a immanquable. plein de choses. Il y a le ouais. boléro, évidemment. Mais il avait... Oh, comment ça s'appelle, ce truc? Je sais pas si c'était une sonate, mais c'était pour la main gauche. Ouais. Ça, je sais, c'était pour la main Ah oui, gauche. c'est une belle histoire. Il me semble qu'il avait écrit ça pour un ancien soldat qui était revenu de la Première Guerre mondiale, qui avait perdu la main droite. Ouais. Et c'est une pièce très, très, très difficile à jouer, D'accord. mais qui est très, très belle aussi. Et qui se joue qu'à une main, en fait. Qui se joue qu'à une main. Et je crois que c'est la seule pièce de ce genre-là. C'est que pour la main gauche. D'accord. Ouais. Ravel, qui tu le sais ou le sais peut-être pas, était très connu pour son élégance. Oui. C'est un garçon qui était extrêmement... On va mettre des images à l'antenne de Maurice Ravel, vous allez voir. C'est un garçon qui était extrêmement inimagé. On a retrouvé quelques images de Debussy également, qui étaient plutôt très élégants également. Gabriel Fauré, on a moins trouvé d'images, mais... Sa moustache bien stylisée. Oui. Donc ils avaient tous une espèce mais notamment Debussy. Justin Meland, mesdames, messieurs, qui a composé le générique de notre émission, comment dire, a écrit pour Parisian Gentleman en 2014 un petit article où il parlait du fait que lui, en tant que musicien, il aimait aller dans son studio en costume et en cravate. Ah oui. Et il faisait donc référence aussi à Maurice Ravel, qui avait, selon ses recherches, le même type d'attitude. Et il parlait également de Claude Debussy. Bon, il parlait de Stravinsky également, qui était, paraît-il, très élégant, très théâtral, on va dire. Donc, mesdames, messieurs, vous avez une petite playlist. On va vous mettre la playlist dans la section commentaires et dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez aller goûter un peu de musique classique. Est-ce que je peux en rajouter 2 sur la playlist? Allez, c'est bien parce que c'est toi. Ouais. Alors, ça, ce serait peut-être un peu plus avancé, mais je pense que le concerto numéro 20 de Mozart à écouter absolument. D'accord. Et chez Bach aussi, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Oui. Une de mes préférées, c'est la messe en si mineur. D'accord. Et la Passion de Saint Matthieu. Oui. Ça, ce sont des œuvres à écouter. Alors, c'est un peu plus avancé, c'est peut-être un peu plus spirituel, mais ce sont de très, 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 très grandes œuvres qu'il faut au moins écouter une fois dans sa vie. Ouais. Et qui marchent bien aussi avec un joli cigare, un bon whisky au coin du feu, parce que ça, c'est totalement universel. Aussi, alors, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Ah oui, tu m'as parlé hier de quelque chose. Alors, excusez-moi, parce que on aborde tellement de sujets en même temps, mais moi, je prends, j'allais dire, j'étais en train de me dire, je prends mon pied, mais ça se dit peut-être pas.
toi dans un podcast ou dans un studio YouTube. Je prends beaucoup de plaisir à être ici et à chercher les ponts qu'on pourrait faire entre notre quête de beauté et ce que tu fais. Et en fait, je me rends compte que les ponts sont totalement naturels. En fait, Ouais, c'est ouais. tout simplement. Et d'ailleurs, donc, je voudrais qu'on aborde on va dire 2 derniers sujets. La musique classique. Est peut-être l'une des dernières activités au monde dans lequel il y a des dress codes. C'est-à-dire qu'un concertiste classique, il monte pas sur scène en survêtement, par définition. Et même dans les orchestres, il y a des tenues, des dress codes qui sont extrêmement précis. Alors parfois un peu barbant parce qu'il y a beaucoup de noir et blanc, hein, il me semble. Mais comment expliquer cette chose-là, le fait que est-ce que ça a à voir avec le respect pour le public? Est-ce que ça a à voir avec le fait que c'est un art traditionnel? Est-ce que ça a à voir avec le fait que, je ne sais pas, on respecte les codes? J'ai toujours été très, très intéressé par ça. D'autant plus que dans notre communauté, les gens qui viennent aux soirées PG, j'ai parlé de notre ami Michel Delberto, Jean-Paul Gasparian, on a fait une inauguration chez Lanieri il y a quelques semaines. Alors, je ne sais pas quand cette émission sera diffusée, on va dire peut-être il y a quelques mois, on a fait un gros événement chez Lanieri pour l'inauguration d'un salon de sur-mesure. Il y avait une ribambelle de musiciens professionnels classiques. Mais je dis une ribambelle, une bonne dizaine de concertistes de très très haut niveau qui étaient là parce que ils sont totalement accros à l'art sartorial, ça les intéresse, ça leur plaît. Est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi? Alors, je pense qu'il y a plusieurs dimensions à ça. Ce qui est ton cas d'ailleurs pour toi également. Oui, hein, bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai vraiment une passion pour ça. Oui. Mais il y a aussi une fonction derrière. Il y a oui, ça sert une fonction. Oui. Par exemple, dans le cas de l'orchestre, Oui. le noir et le blanc, Oui. en général, les solistes sont pas habillés comme ça. D'accord. C'est le reste de l'orchestre qui est comme ça. Ah oui, d'accord. Et c'est pour faire briller le soliste. Alors, c'est une façon aussi de mettre en avant la musique et pas l'individu. Comme dans les soirées black tie. Et donc, tie, c'est comme les black tie. Oui. Des fois, on les voit même en white tie, ça arrive. Oui. Mais les c'est chouette, ça. Ouais, oui, c'est sympa. Ouais. Et les solistes, souvent, ont quelque chose de plus coloré. D'accord. Et voilà, c'est le soliste, c'est le sujet. Oui. C'est ce qu'on met en avant. Oui. Mais quand tu es en solo, en récital, donc on est souvent en costume. Souvent en costume. Ouais. Alors, il y a des gens qui se mettent juste en chemise, qui ont des chemises un peu amples, comme ça, genre un peu 19e siècle. Ils prennent du style. Après, il y a des personnalités très différentes, avec des chemises très colorées, des bleus vifs, des rouges vifs. Bon, on a vu un peu toutes sortes. C'est plus rare. Ça, c'est plus rare, mais ça existe. Mais le code traditionnel pour un soliste qui joue au piano, par exemple, c'est la queue de pied avec bon, ça, c'est le cliché presque. Mais c'est très joli. C'est très joli. Et c'était, je pense, l'idée était de mettre en avant la musique, de s'effacer devant l'œuvre. Et juste simplement d'être présentable, d'être respectueux vis-à-vis de son public, mais de pas se mettre en avant trop comme étant le sujet avec trop de couleurs. Bon, maintenant, ça a changé un petit peu au 20e et 21e siècle, mais à la base, à mon avis, l'idée était ça. Ça me plaît ce que tu viens de me dire parce que je réalise des choses là en direct, c'est que effectivement, tu sais que quand on vient une soirée black tie, l'origine de black tie, c'était que tous les hommes s'habillent pareil pour faire briller les dames. C'est l'idée. Donc de s'effacer, ou alors pour faire briller l'institution ou la puissance invitante ou que sais-je, mais de s'effacer en étant tous égaux. D'une certaine manière. Bon, évidemment, on n'est jamais tous égaux. Si tu as Brad Pitt dans une pièce avec un smoking et puis un mec qui fait 400 kilos, il sera pas tout à fait égal. Mais l'idée, c'est cette chose-là, c'est-à-dire de s'effacer devant soit la puissance invitante, soit l'institution, mais plus généralement, nos épouses, les dames, qui pouvaient, elles, briller avec des robes longues, etc. Et je me rends compte que ce que tu disais là, par rapport à la musique, c'est un peu la même approche par rapport à l'œuvre. C'est-à-dire, parce que très rares sont les personnes qui interprètent leurs propres œuvres au 21e siècle. Il y en a, mais bon, c'est quand même la grande majorité des récitals classiques, ce sont des concertistes qui s'attaquent à des œuvres ou à des compositeurs, etc., etc. Et donc, je viens juste de réaliser ça, que quand je vois D'Alberto ou Gasparian, les gens que j'aime bien, que je connais, monter sur scène, toujours très chic, mais très sobre en même temps, et avec c'est presque ces mimiques un petit peu d'interprétation, mais qui restent toujours dans la mesure. Sans mauvais jeu de mots, en ce qui concerne la musique, qui reste toujours quelque chose de très mesuré, de très humble. Et tu viens de me donner la clé. D'une certaine manière, c'est une façon de respecter l'œuvre. C'est une façon de s'effacer
devant le génie du compositeur, tout en y amenant sa propre interprétation. C'est absolument génial. Pour résumer notre conversation, donc, ah oui, je voulais qu'on parle de Fazioli. Oui. Parce que je ne sais pas pourquoi tu m'as parlé de Fazioli hier, mais tu sais, nous on est très accro à tout ce qui est artisanat. Et moi, je te parlais de Bösendorfer, de Steinway & Son. J'ai étalé un peu ma science, mesdames, messieurs, pour lui montrer que je savais 2-3 choses quand même dans le monde du piano. Et puis finalement, tu m'as parlé de Fazioli et ça m'a attiré mon attention parce que tu sais, nous on est fada d'artisanat italien, on est fada d'artisanat en général avec Sonia, c'est notre passion et d'ailleurs ça déborde sur d'autres secteurs de notre vie. Moi je collectionne du vin, Sonia adore la vaisselle ancienne, enfin tu vois, on est très picky comme on dit, on est très difficile, on aime bien aller chercher les choses et tu me parlais de ce facteur de piano, Fazioli donc, qui est d'origine italienne, qui est ici aux États-Unis, à Los Angeles. Eux sont l'usine est en Italie, évidemment, mais ils ont un représentant ici en Californie, à Los Angeles. D'ailleurs, c'est un ami à moi, un très bon ami à moi, Pierre, de Pierre sur un piano, Pierre Julia, qui lui est représentant Fazioli ici. Et Fazioli sont, d'après ce que j'ai compris, les derniers à vraiment faire des pianos entièrement à la main. À la main. Donc, ce sont les tailleurs en grande mesure des pianos. Tu veux dire, même Steinway et Bösendorfer, il y a énormément des process mécanisés un petit peu. D'ailleurs, je me rappelle plus des chiffres exactement. Il faudrait que tu demandes à Pierre, mais il me semble qu'il m'avait parlé de quelque chose comme 4000 pianos par an pour Steinway, contre, je crois, 180 pour Fazioli. Ah oui, d'accord. Un truc comme ça. Bon, les chiffres sont peut-être pas justes, mais c'est dans ce genre de proportion-là. Donc, c'est un piano de puriste. Oui, et ce qui était intéressant, ce qui était marrant pour moi, c'est que je connaissais la marque parce que mon professeur Colette Lansens, ma mère musicale, elle a sa propre scène de concert chez elle, en Belgique, et elle a 2 Fazioli sur scène. Qu'elle avait découvert au début des années 80. En fait, elle avait participé à un concours en Italie et le piano du concours était un Fazioli. La marque était toute neuve. Hein. Je veux dire, Fazioli, c'est pas vieux, ça a été créé en 1980, je crois. D'accord. Donc, c'est assez récent. Et Colette m'avait raconté, voilà, si après ce concours-là, son père lui avait proposé de lui acheter un Steinway, si les choses passaient bien. Et quand elle a fini le concours, elle a dit, papa, c'est pas un Steinway que je veux. C'est un Fazioli. C'est un Fazioli. Bon, on va pas rentrer trop dans les détails, mais c'est, j'imagine, des pianos absolument... Ce sont des pianos exceptionnels. Extraordinaires. C'est un peu la grande mesure tailleur en termes de piano. Dernière question qui m'intéresse et ça me taraude pas, mais ça m'intéresse de savoir quand même. Tu me disais que tu as un passé un peu de métalleux, tu t'habilles avec des grands manteaux, tu avais les cheveux longs, plus longs que moi, avec des grands manteaux en cuir. Et qu'est-ce qui a fait que tu as eu un déclic sartorial à un moment? Parce que tu sais, on vient de lancer une nouvelle série d'émissions sur Discussion sartoriale, où on invite maintenant beaucoup de gens qui nous suivent et qui viennent et qui expliquent leur conversion à la religion sartoriale. Alors, c'est pas une religion, madame, messieurs, mais j'aime bien faire ce petit jeu de mots. Ta conversion à ton chemin sartorial personnel, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie qui a fait que tu m'as montré des photos de toi, on t'est passé d'un métalleux à cheveux longs en manteau de cuir à un garçon en costume croisé magnifique, avec une belle cravate, donc en pur style sartorial, t'es venu le chercher à l'aéroport en costume, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment il y a eu un déclic? Je pense que ça a été une évolution, surtout parce que mes premières années, entre guillemets, de métalleux, moi, j'étais très gothique, en fait. D'accord. Jeune, et que je me rappelle au conservatoire aussi, j'étais, disons que je me faisais remarquer. Je montais sur scène des fois avec des chemises à jabot, velours, avec des espèces de morning coat taillées à la 19e, très goth. Des pantalons assez serrés, puis des New Rock avec des semelles monstrueuses. C'était un peu mon style, mais j'avais toujours une affinité pour le détail, parce que ce que j'aimais justement dans le style gothique, c'était toutes ces chemises avec ces jabots, ces froufrous, etc., tous ces détails-là. Alors évidemment, j'étais un petit peu dans un état d'esprit un peu plus dark. J'écoutais, à part la musique classique et la musique baroque, je suis un très grand fan de musique baroque, j'écoutais beaucoup de métal et de métal industriel, des choses comme ça. Évidemment, après, en
grandissant, en mûrissant, j'ai commencé à faire du business, à travailler avec des fondations différentes, rencontrer des hommes politiques. Par exemple, pour le développement des conservatoires aux Émirats arabes, j'ai commencé à être obligé de... Enfin, je pouvais pas débarquer en gothique, quoi. Bien sûr, bien sûr. À Abu Dhabi, on me regarde un peu bizarrement. Donc, j'ai commencé à mettre des costumes. Et puis... donc ça, tu l'as fait au début un peu par nécessité, parce que tu n'avais pas trop le choix. Mais je restais toujours un peu dans le noir. Alors, je sais que je cassais les codes, que le noir, ça se porte pas trop. Mais moi, mon truc, justement, c'était la chemise noire avec le costume rayé. Enfin, je travaillais un peu là-dessus. Et puis, bon, c'était sans vraiment savoir, parce que j'étais pas du tout éduqué dans cette discipline-là. Mais c'était mon style instinctif, naturel. D'ailleurs, sur scène, quand je jouais du métal, j'avais un costume qui avait, à la place des boutons, c'était des fermetures éclairs. Mais c'était un costume. D'accord. Enfin, c'était un peu cet hybride entre le classique bien sûr. et le truc gothique. Maintenant, les choses ont évolué. Bon, maintenant, je suis plus âgé aussi. J'ai bientôt 42 ans. D'accord. J'ai commencé à expérimenter avec des couleurs en 2019. D'accord. Ah, c'est Avant, récent. je mettais que du noir ou du blanc ou du gris. C'est tout. D'accord. Et donc, tu es tombé dans la marmite vraiment en 2019. Voilà. Puis après, j'ai découvert aussi la chaîne Sartorial Talks. Oui. Et puis, et d'autres aussi. Et tu as pris le virus. Et puis, j'ai commencé à prendre le virus aussi parce que j'ai commencé à comprendre comme quoi l'éducation, ça permet aussi d'apprécier plus. Évidemment. Et donc, tout d'un coup, ça m'a ouvert tout un monde auquel j'étais pas forcément connu. Parce que même au conservatoire, quand on montait sur scène, bon, ben, c'était chemise, pantalon, chaussures. Oui. Mais on n'avait pas une éducation sartoriale sur le sujet, quoi. Il fallait juste qu'on soit présentable. Et voilà. Puis après, chacun avec son style. Moi, je m'envoie des vidéos de moi, je mettais des fois un petit gilet, je mettais, voilà. Mais ça a été une évolution comme ça. Mais c'est vrai que c'était très récent pour moi de commencer à sortir du noir et du gris, du blanc. Et donc maintenant, tu portes le costume de façon assez fréquente. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. T'es vraiment tombé dans la même marmite. à la maison. Alors, j'ai des variantes plus casual, je sais pas comment on dit casual en français. Décontracté. Décontracté, voilà. Des fois, je vais plutôt mettre un sports jacket avec un jean, mais toujours avec des chaussures en nubuck, tu vois, un peu plus cool, plus relax. Mais d'une manière générale, je porte un costume toujours. Je mets pas de cravate tous les jours, par contre, parce que je suis entre Las Vegas et Los Angeles. Et quand il fait chaud, évidemment, la cravate, c'est moins le truc. Et puis, pour l'été, je mets souvent des costumes, ils appellent ça ici tropical wool, je sais pas comment on appelle ça. Laine tropicale. Laine tropicale, voilà. Avec des chemises en lin, sans cravate, évidemment, ouvert que ça respire un peu plus. Mais tous les jours, tu fais un effort sartorial. Mais tous les jours, je mets même à la maison. Mais des fois, je mets peut-être mettre un jean avec une chemise et un sport jacket, mais c'est toujours plus ou moins dans cette vague. Formidable. Voilà. Je suis fasciné, moi, tu sais, par ça. Skander, non par le fait de s'habiller, puisque moi, je le fais, mais par le fait que on a avec nous avec Kirby Allison, avec Sven, avec les 4-5 personnes dans le monde qui parlent de ce sujet, parce qu'on est on n'est pas beaucoup. Alors ça commence à grossir un tout petit peu, mais on est peu de gens, ou on va dire peu de voix entre guillemets importantes. Ça n'a rien d'arrogant quand même, mais des gens qui ont un public tout simplement sur ce sujet. On est peu de gens, mais moi je suis toujours fasciné de voir Justin Meland, qui a composé notre musique, que tu as interprétée, ou que tu as fait interpréter par tes gens au conservatoire, va travailler en costume cravate dans son studio alors qu'il travaille seul. Tu vois, comment t'expliques ça? Est-ce que tu as une théorie sur le sujet? Moi, j'ai une petite théorie. En tout cas, c'est mon expérience personnelle, ce qui me motive, moi, à m'habiller correctement. D'une part, on s'habille pour les autres, par respect des autres, mais aussi par respect de soi. Et de prendre soin de soi-même, c'est déjà très important, évidemment. Bien sûr. Et puis, on ne peut pas être créatif et travailler sérieusement, concentré sur son sujet, si on n'est pas bien dans sa peau. Et ce qu'il y a, c'est que je pense que la manière dont on s'habille, c'est une expression extérieure de ce qui se passe à l'intérieur. Et on ne peut pas... Je pense que c'est difficile de penser de manière élégante. Et souvent, en musique, on a besoin de penser d'une manière élégante, de trouver des solutions élégantes à certains problèmes, surtout en composition. Si on est mal rasé en pantoufles, en caleçon, Tu veux dire que la manière dont tu t'habilles, la manière dont tu te présentes, même pas forcément aux autres, la manière dont tu te sens, a un impact sur ton moral, sur ton humeur, et donc in fine, sur ce que tu produis. Écoute, tous les jours, on se douche pour se sentir bien. Et pour moi, s'habiller, c'est pareil. Avant d'aller travailler, avant de se présenter, de se mettre à la tâche, de s'être structuré, d'avoir pris le temps de se préparer, de se conditionner, c'est un petit rituel aussi. Je pense que c'est important. Et
qu'à l'intérieur et qu'à l'extérieur, ce soit harmonisé. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et Dieu sait si l'harmonie, c'est ta tasse de thé. Oui. Alors, dernière, ultime question, de manière pratique. Donc, des cours en présentiel à Beverly Hills, des cours en ligne. Donc, ça veut dire que tes élèves ne sont pas obligatoirement des habitants de Los Angeles. Ils peuvent être ailleurs, ils peuvent être dans d'autres États, Oui. ils peuvent même être potentiellement dans d'autres pays. Est-ce que c'est le cas? Oui. Alors, on a d'ailleurs un professeur qui travaille avec nous, qui était à Beverly Hills avant, qui maintenant est retourné à Paris. Oui. Elle continue d'enseigner à nos élèves qui sont, eux, à Beverly Hills, D'accord. depuis Paris. D'accord. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est que maintenant, depuis le Covid, les cours en ligne qu'on a développés pour s'adapter, qui fonctionnent très, très bien, nous ont permis de nous étendre. Et maintenant, on a des élèves dans d'autres États, en Floride, au Nouveau-Mexique, à New York, on en a au Canada, on en a eu au Maroc aussi, en Angleterre et en France, qui étudiaient avec nos professeurs ici. D'accord. Et donc, le en ligne, il suffit juste de trouver un fuseau horaire qui fonctionne, qui soit compatible. Mais sinon, à partir du moment où les élèves ont une bonne connexion Internet et sont équipés correctement pour travailler, ils peuvent être à peu près virtuellement n'importe où. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, ça veut dire que si quelqu'un qui nous regarde a envie d'aller un petit peu plus avant, de prendre contact avec les conservatoires, peut-être faire... Tu fais un système de cours d'essai ou de choses comme ça, où les gens doivent directement s'engager sur des longues périodes, ou comment ça fonctionne les inscriptions? En général, on offre toujours une leçon d'essai gratuite. Oui. Ça nous permet, nous aussi, de voir si l'élève est prêt et puis de voir ce dont l'élève aurait besoin, d'y discuter avec eux, de voir quels sont leurs buts, parce que tout le monde n'a pas forcément envie de devenir professionnel. On a beaucoup d'adultes aussi qui sont inscrits chez nous, qui veulent une éducation de haut niveau et rigoureuse, mais qui n'ont pas envie d'avoir le stress d'un cursus universitaire, juste par le exemple. plaisir de Voilà, d'être un le bon plaisir de musicien. travailler à haut niveau, mais tranquillement pour le plaisir. D'accord. Et donc, on a toujours au moins un cours gratuit comme ça d'évaluation. Et ça permet à l'élève de voir aussi si c'est ce qu'il cherche. Bien sûr. Parce que notre approche, elle n'est pas forcément pour tout le monde. Il y a des gens qui veulent quelque chose de plus casual, plus décontracté. C'est peut-être pas forcément ce à quoi ils s'attendraient. Donc, en résumé, si on vient chez toi, c'est généralement pas simplement pour faire de la musique pour passer le temps, c'est plutôt pour faire de la musique sérieusement. Oui. Alors, quand je dis sérieusement, c'est pas péjoratif, c'est sérieusement au sens l'investissement, c'est-à-dire que tu vas vraiment t'investir dans ce que tu fais pour essayer d'avoir un résultat ou d'obtenir un résultat, en tout cas. Oui, notre philosophie, elle est simple. Si on fait quelque chose, autant le faire bien. Bien sûr. Et donc, voilà. Parfait. Merci, Skander, de nous avoir reçus. Nous avons passé 2 jours merveilleux avec toi à Los Angeles, à Hollywood, s'il vous plaît. Et voilà. Donc, mesdames, messieurs, on va vous mettre dans la description les liens. On va d'ailleurs également vous mettre donc la petite playlist que Skander a concoctée pour vous. On va vous mettre tous les liens, les adresses, etc., etc. Si vous avez envie de découvrir un tout petit peu plus, on va vous mettre le site internet. On va peut-être vous mettre des liens sur des vidéos YouTube également qui ont été réalisées avec des élèves du conservatoire pour que vous puissiez vous rendre compte un tout petit peu ce dont on parle. Donc voilà. Et si vous avez envie, vous voyez, nous vivons dans un monde globalisé et parfois la globalisation a du bon parce que nous sommes ici dans un petit encart français au beau milieu de tous ces